Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. Le premier épisode de la saison 8 de l'Imaginoire. Alors, si vous tombez pour la première fois sur cette émission, laissez-moi vous présenter les grandes lignes de ce projet. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. C'est une émission mensuelle de 25 minutes, diffusée largement sur le web, ainsi que sur une vingtaine de radios partenaires. Elle se compose tous les mois à loisir de débats, de portraits de vie, de chroniques, etc. Mais surtout, l'idée n'est pas de parler à la place des gens, mais d'accompagner les gens à s'emparer de ces outils et de faire ensemble. Moi, je suis Sébastien, je travaille dans l'association Résonance, REZONANCE, un média audiovisuel participatif basé en Drôme-Ardèche. Et mon rôle là, c'est d'accompagner les gens à s'emparer des outils, de récupérer tous les enregistrements, de les mixer dans mon studio et tous les mois de vous proposer une émission originale, directe et sans tralala. Bref, ici, on co-construit. Alors, si vous êtes directement concerné, si vous êtes un proche, un aidant, une structure, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Et réalisons ensemble les prochaines émissions de l'Imaginoire. Et des émissions qui vous ressemblent. Et qui nous rassemblent. Vous pouvez nous contacter par mail à l'imaginoire, @lilo.org. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Vous pouvez également nous écouter et nous contacter via Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Et bien sûr, vous pouvez contacter votre radio qui nous passera le message. Voilà pour cette introduction nécessaire au début de chaque saison. Mais qu'y a-t-il au programme du jour ? Bien, un programme bien chargé, et j'ai peur que tout ne rentre pas dans les 20 minutes. Alors, on attaque directement en faisant la connaissance de Florence, croisée il y a quelques semaines sur Avignon, chez nos partenaires de la SAMSA. Moi, je m'appelle Florence, j'ai 34 ans et je suis née à Carvin. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 19 ans et ensuite je suis allée vivre chez mon père qui était à Nice. Et après j'ai beaucoup barulé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et je ne travaille pas. Et pourquoi donc ? Parce que j'ai beaucoup de choses à gérer dans ma vie autre que le travail. J'ai eu pas mal de soucis dans ma vie qui me bloquent un peu au niveau du travail. C'est pas que je suis feignante, c'est pas que je n'ai pas envie de travailler, c'est pas comment m'y prendre, et c'est que j'ai pas trop fait de stage non plus étant scolarisée. Ouais. J'ai jamais trop su en fait quoi faire exactement comme métier. Ça a été quoi ta scolarité alors ? Alors j'ai fait ma scolarité à Lille, à l'ERDV de Los. C'est l'école régionale pour déficients visuels depuis l'âge de 6 ans et j'ai quitté à l'âge de 19 ans. Et tu as toujours été déficiente visuelle ? Ça s'est déclenché à l'âge de 1 an et demi. J'avais des troubles de la vision et à l'âge de 2 ans et demi, on m'a déclenché une rétinite pigmentaire. Voilà, en fait, moi je dis à tout le monde pour pas être ennuyée que je ne vois plus du tout, et c'est vrai en plus. Je vois que la lumière et quand il fait nuit, donc en fait je souffre d'une photophobie. On va dire que toute luminosité me dérange personnellement, mais c'est vrai que normalement je dois porter des lunettes au moins 1 à 2 heures par jour, mais je ne le fais pas. Je déteste porter des lunettes. D'accord. Mais je sais que ça serait bien pour moi, mais voilà quoi, je vais essayer de vivre comme tout le monde. J'ai commencé à avoir un chien de guide déjà il y a un peu plus d'1 an. Et j'adorais mon toutou parce que c'était ma première fille. Et le souci, c'est que ça s'est mal passé en fait. Elle a eu un manque d'éducation et après, au niveau caractère, il faut que le binôme se fasse et ça n'allait pas du tout au niveau travail. Trop de bêtises, elle sautait partout, sur tout le monde. Et quand j'étais partie en vacances, elle m'avait fait tomber même jusqu'à la gare.
Je me suis éclaté la cuisse parce qu'on signe quand même un contrat pour 8 ans. Donc c'était à voir si je gardais le chien et je galérais comme ça pendant 8 ans, c'était pas faisable. Donc le mieux à faire, c'est de redonner le chien pour qu'il soit rééduqué derrière, pour donner à quelqu'un d'autre. Alors du coup, j'ai attendu peut-être 2 mois et on m'a proposé un autre chien, une chienne qui s'appelle Tonka. Ça a fait 1 an, là, le 2 février, que je l'ai. Et elle a fêté ses 3 ans avec moi la semaine dernière. Elle est présentement allongée sous la table. Oui, elle fait la sieste. Elle fait la sieste. Quand j'ai eu ma première chienne, il a fallu déjà que j'aille faire un stage à l'école des chiens guides. Donc je suis allée à Lançon de Provence. Mais avant ça, il faut faire une journée. D'abord, quand on n'a jamais de chien, c'est la journée d'essai. Donc on teste déjà plusieurs chiens, voir la vitesse, parce que les chiens ne marchent pas de la même vitesse que les personnes. Donc j'ai testé un chien qui marchait environ à 4 km/h. Donc c'est une marche assez normale. J'ai testé une autre chienne qui s'appelait Rêve, qui marchait entre 6 à 7 km/h. Là, c'était pratiquement le looping. Limite, je faisais du skate sur les marches et je me marchais sur le pantalon en bas des escaliers. Donc, c'était trop rapide pour moi. Et ça, de base, c'est vrai qu'il est réserve pour les personnes qui vivent en campagne. Puisqu'il y a moins de voitures, donc c'est plus adapté, ça glisse mieux, quoi. En fait, quand on fait la journée comme ça d'essai, on choisit pas notre chien. C'est après ce rendez-vous-là, on nous donne un autre rendez-vous. Et après, c'est notre cœur qui nous parle. L'éducatrice, elle vient le matin pour nous présenter les chiens. Et moi, j'ai choisi donc Summer. Mais avant ça, j'ai d'abord marché avec Smoothie et après avec Summer. Donc en fait, c'est selon les marches, c'est là qu'on choisit le chien. Moi, j'ai passé une nuit avec ma chienne, donc déjà pour apprendre un peu à se connaître, pour l'environnement dans l'appartement. Donc du coup, en extérieur, c'est complètement différent. Sachant que j'avais jamais eu de chien de ma vie, je marchais avec mon chien, j'avais l'impression d'avoir un lièvre, parce qu'elle sautait vraiment de partout, et je savais pas si elle voulait se disputer avec d'autres chiens ou pas. Donc après, c'est apprendre à connaître le chien, son caractère. Donc c'est pas simple quand c'est les premiers jours comme ça. Donc je suis allée à Lançon de Provence pour faire mon stage. J'ai fait 1 semaine à Lançon et 1 semaine au domicile. La semaine à Lançon, c'est vraiment pour apprendre le code, en fait comme le code de la route. On apprend, on lui dit en avant devant, en avant bien devant, en avant cherche devant passage. Et là, au bout de la 2e semaine, du coup on rentre chez nous. C'est là qu'on apprend vraiment bien se connaître et on va dire il y a des liens qui commencent déjà à se créer au bout de la semaine de stage. Un coup, les chiens ils sont en famille d'accueil, un coup ils sont à l'école, un coup ils sont chez les gens. Donc après ils sont un peu perdus aussi au début, comme nous. Il faut entre 6 à 1 an pour que le binôme se forme. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, en compagnie aujourd'hui de Florence, qui nous raconte sa rencontre avec Summer. Retour à l'entretien. Avec le chien, on a une canne, mais qui ne sert pas à poser au sol en fait. C'est une canne de signalement qui est beaucoup plus courte et qui sert à tâtonner quand on est un peu paumé, on va dire, pour pouvoir se retrouver et se remettre dans le droit chemin. Parce que le chien, il est un peu coquin, il essaie de nous tirer un peu à droite à gauche, il essaie de vouloir faire un peu sa vie aussi, parce que ça reste un chien. Mais on doit essayer de le recadrer parce que c'est son travail. C'est vrai que les personnes qui sont autour, ils veulent toujours la caresser ou des choses comme ça. Et c'est des choses qu'il ne faut pas faire parce que ça perturbe le chien. Ça nous contrarie toutes les deux en fait pour notre trajet. Avant d'avoir le chien, j'avais commencé à travailler, à ressentir le sens des masses. Quand on a la canne blanche, en fait, on est obligé des moments au départ, quand on ne connaît pas un trajet, on tâtonne beaucoup plus en fait au niveau des murs et petit à petit en fait on m'a apprise à me séparer un peu du mur, pas de trop non plus, mais pour que je puisse au moins sentir les murs en fait. Les murs, je sens quand il y a des objets à hauteur de visage et on sent pas tout ce qui est à hauteur du plexus de la poitrine, on sent pas.
Quand on va trop vite, moi je sais que j'ai tendance à aller un peu trop vite, à marcher très vite même. Et ben là, c'est vraiment la concentration. Je sais que c'est un manque de concentration et je sens pas les camions parce que je me les prends quoi, en pleine face. Alors que je sais les sentir quand je vais quand même beaucoup plus doucement. C'est comme si qu'on avait une présence en fait, mais c'est les murs. Tout ce qui est les haies, vraiment tout ce qui est à hauteur de visage. Je sens même quand il y a quelque chose au-dessus de ma tête, quand je passe en dessous d'un arrêt de bus ou sous un pont ou des choses comme ça. Pourtant j'ai appris la locomotion dès l'âge de, on va dire 14 ans, 13-14 ans. Mais comme j'avais un reste visuel, du coup je n'étais pas concentrée sur tout ça. Je me fiais en fait avec le reste de visuel que j'avais, même encore jusqu'à mes 19-20 ans. Et là, ça commence à devenir assez important que je puisse vraiment bien apprendre la canne. Et on m'avait dit même de garder des lunettes déjà à l'époque. Et j'avais l'œil droit déjà à 19 ans qui était plus bon, quoi. Il marchait plus. Et à l'âge de 16 ans, on m'a dit que j'allais plus voir du jour au lendemain. Quand même avec le chien, ça me permet de moins me servir de ma canne blanche en fait. Et franchement, c'est beaucoup plus fluide. Je regagne quand même pas mal de temps avec le chien. Rien que pour aller à la piscine, petit à petit, je gratte des minutes. Sans le chien, je prenais 19 minutes de chez moi à la petite navette que je prends pour aller à la piscine. Quand j'ai commencé à voir le chien, il m'a fallu entre 15 à 16 minutes. Et quand je marche vraiment très vite et que je dis que je suis pressée, que je suis en retard, j'ai fait ça la semaine dernière en 10 minutes. C'est de l'assurance, c'est de se dire, moi je vis toute seule, donc ça fait très longtemps aussi que je suis seule. On va dire niveau famille, j'ai plus personne depuis très longtemps. Donc c'est vrai que le fait d'avoir eu déjà ma première chienne Summer, j'étais super contente, j'étais accompagnée. Et c'est vrai que ça m'a fait quelque part une protection. Même si le chien, ils sont pas là pour agresser les gens, pour défendre, mais ils ont quand même chacun leur comportement. Donc après, c'est apprendre à connaître le chien, parce qu'une fois, j'ai été suivie un soir. Et moi, je le savais parce que ce monsieur-là, c'était un monsieur qui m'avait accosté gentiment. Et il m'avait demandé si j'allais bien. Ça m'a pas surprise tout de suite en fait, mais j'ai senti son parfum. Je sais que quand il fait chaud, le parfum, c'était un parfum assez sucré, donc en fait il bougeait le parfum. Une fois il y avait une odeur, après ça partait, et alors que quand il y a du vent, le parfum il est un peu partout et on est un peu perdu. On ne sait pas où est la personne. Alors que là, je savais que la personne bougeait et ma chienne, Summer, du coup, elle faisait que des allers-retours. En fait, je la tenais en laisse. Je l'emmenais juste en balade pour faire ses besoins. Et elle me prévenait qu'il y avait un souci. Et donc, du coup, là, j'ai ralenti. Et c'est vrai que je me suis dit que je sentais le parfum du gars que je venais de croiser. Alors que je lui avais dit de me laisser, en fait, je baladais ma chienne. Il m'a suivie et à un moment donné, jusqu'au bout où je me suis arrêtée, je sais que quand elle s'arrête et qu'elle fait pas ses besoins, de toute façon, c'est qu'il y a un souci. Et elle était très pudique, en fait. C'est moi qui lui faisais faire ses besoins et il fallait pas qu'il y ait... C'était compliqué quand j'avais quelqu'un d'autre avec moi. Le gars, il a traîné ses pieds et il a fait demi-tour. Il m'a dit bonsoir, madame. Alors que je lui ai dit mais vous vous foutez de ma gueule. On retrouvera Florence pour la suite de la discussion lors d'une prochaine émission. Car maintenant, on vous emmène à Valence, dans les locaux du service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et de la scolarisation, le S3AS. C'est une réunion qui a pour but de présenter à une poignée de jeunes déficients visuels un projet international, puisqu'il s'agit de les emmener en Italie d'ici la fin de l'année, afin d'échanger et d'interroger leur pratique du numérique. Et peut-être un peu plus particulièrement, et ça ne vous étonnera pas, des intelligences artificielles. Je n'en dis pas plus et laisse le soin à Rémi Gondre de faire le point. Vous utilisez tous plus ou moins des outils numériques, ne serait-ce que votre smartphone. Et certains d'entre vous nous ont interpellés en nous disant « mais maintenant, moi, j'utilise l'intelligence artificielle et ça me rend vachement de service. » Joachim, quand elle est en formation, t'es revenu en nous disant « il y a des trucs vachement bien, ça serait bien qu'on s'intéresse un petit peu à ça. » Donc, ce projet, c'est l'occasion pour vous, les jeunes, de vous montrer entre vous ce que vous utilisez déjà, d'apprendre les uns des autres de ce que vous utilisez déjà. C'est l'occasion pour nous, professionnels, de prendre des habitudes aussi avec ces outils-là, qu'on utilise encore peu pour l'instant, de mieux les connaître, de monter en compétence avec vous. On verra le planning après, mais l'idée, c'est qu'on ait des temps de préparation
en juin, septembre, octobre avant le voyage, et puis temps de débriefing en novembre et décembre après le voyage. Dans les temps de préparation, on prendra du temps aussi pour chercher à mieux comprendre ce que c'est que cette intelligence artificielle. Il y a les outils qu'on utilise, mais quelle est la technologie derrière ? Quelles sont les questions éthiques qu'on peut se poser quand on l'utilise ? Voilà, on va essayer d'aller comprendre un petit peu où on met les pieds quand on utilise l'intelligence artificielle. L'idée, après, dans l'échange, c'est qu'on rencontre les Italiens et que les Italiens, ils aient fait un petit peu le même travail de leur côté et que vous puissiez leur dire, voilà, nous, ce qu'on connaît, ce qu'on fait, comment on l'utilise, et qu'eux puissent vous dire, voilà, nous, ce qu'on fait, comment on l'utilise, en espérant que vous puissiez apprendre les uns des autres, parce que vous n'allez probablement pas faire exactement la même chose, peut-être pas les mêmes outils, peut-être pas utiliser de la même manière. L'occasion était trop belle. J'en ai donc profité pour interroger quelques jeunes qui ont bien voulu se prêter à l'exercice de l'interview. On commence avec un certain Augustin, fort connu des services de l'Imaginoire, puisqu'à une époque pas si lointaine, il y a largement participé à l'Imaginoire. Allez, Gus, c'est à toi. Donc je m'appelle Augustin, j'ai 15 ans, je suis malvoyant. Alors là, on vient d'avoir une présentation pour un projet. Toi, t'es parti pour le faire. Ah bah tout à fait, moi si ça se fait, je le ferai. La thématique, donc, c'est un petit peu sur l'arrivée des intelligences artificielles. Et puis un petit peu comment ça impacte vos pratiques, parce que par ailleurs dans l'émission on a déjà parlé souvent de l'évolution du numérique, etc., et puis des facilités que ça peut engendrer. Là c'est un peu plus spécifique, c'est autour des intelligences artificielles. Du coup ma première question véritablement, ça serait de savoir si toi tu les utilises, comment tu les utilises et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait. Alors moi j'utilise pas mal les intelligences artificielles. Déjà des intelligences artificielles assez classiques, comme ChatGPT, comme tout le monde peut les utiliser de façon générale. Et puis après, par rapport à ma malvoyance, d'autres IA un peu plus spécialisées, comme une IA qui s'appelle Be My Eyes, qui est une IA à qui on peut demander pas mal de choses. Ça peut être d'extraire du texte, ça peut être d'analyser une image, ça peut être plein de choses. Donc des applis comme ça, il y en a pas mal. Doublée d'IA ou pas, celle-là c'est la meilleure, j'ai trouvé. C'est la plus ergonomique, la plus facile à utiliser. Et toi, comment t'es rentré dans le monde des intelligences artificielles ? Alors pour cette IA-là spécialisée dans la malvoyance, je l'ai appris, je sais plus, par une newsletter de personnes malvoyantes, je crois. D'accord. Qui recommandait cette appli qui franchement est top. Et je l'utilise depuis, depuis peut-être 6 mois ou 7, mais pas beaucoup plus. Qu'est-ce qui manque ? Il y a des IA grand public, des chatbots comme ChatGPT, dont les applis ne sont vraiment pas accessibles aux lecteurs d'écran. Donc ça, c'est pas terrible. Je pense à ChatGPT, c'est assez accessible, mais une IA dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est Le Chat. C'est l'IA française dont tout le monde se gargarise en France en ce moment. Et ça, pour le coup, l'appli est très moyennement accessible, avec des lecteurs d'écran comme VoiceOver ou NVDA, c'est pas terrible. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, mais l'émission touche à sa fin. Il nous reste tout juste le temps d'écouter un second témoignage d'un autre jeune présent le jour de cette présentation de ce projet international par le S3AS de Valence. Bonjour, moi je suis Monsieur Baïvakeles, j'ai 21 ans et je suis étudiant à l'Université Lyon 2. Je fais une licence en économie, en administration et je suis déficient visuel. J'ai un niveau de vue de 1/20. Depuis quand tu commences à utiliser sérieusement dans ta vie les intelligences artificielles ? Moi, ça fait 1 an et demi que je les utilise de manière plus sérieuse et pas uniquement dans le sens de la rigolade, et vraiment où j'ai trouvé un intérêt pour ma part. Et je me suis mis à les utiliser énormément par rapport à mes cours ou à d'autres choses dans la vie qui sont liées en partie à la malvoyance ou pas du tout. Imaginons qu'on envoie un document qui n'est pas sous format Word et au niveau codage informatique n'est pas catégorisé en tant que texte. La voix qui va nous lire le texte, nous,
pour les personnes déficientes visuelles sur notre ordinateur ne va pas pouvoir le faire. Et du coup, je passe par l'intelligence artificielle à qui je fournis le document, qui va pouvoir tout me retranscrire en tant que texte, en vrai texte, quoi, lisible. Pareil pour, par exemple, il y a des documents où des fois on nous fournit des photos à la fac ou autre, ou dans des formulaires, où je vais demander une description par l'IA, parce que moi j'ai encore de la vue, j'arrive à avoir une vision globale, un certain contexte, mais des détails m'échappent. Donc c'est pour ça que je passe par là aussi. Je vais retranscrire en audio mes cours, mes fiches de révision, ou pareil, je peux les faire générer à la fois. Faire un résumé, faire un QCM d'entraînement avec le corrigé pour mes cours et voir un peu où j'en suis. Tu dirais toi que ça marche quand même plutôt bien au jour d'aujourd'hui ? Ouais, j'ai fait plusieurs tests. Disons que pour s'assurer que ça marche, c'est moi qui amène mon document. Sauf dans le cas où, par exemple, pour des projets faits, j'ai fait générer des images. Mais pour tout ce que je t'ai dit précédemment, je fournis moi-même mes documents pour que je sois sûr d'où provient la source de l'IA. Parce que j'ai fait des tests sans fournir de documents et c'est très généraliste et ça dévie parfois sur d'autres sujets que je ne souhaite pas aborder dans ce que j'ai demandé. Donc, tu commences aussi, toi, à savoir les utiliser pour ce qu'elles ont à donner, alors c'est ce que j'entends. Ouais, exactement. Comment poser les questions et comment délimiter le sujet. J'ai déjà aussi demandé des sujets précis, par exemple pour des examens, des grandes dissertes, où en fait je délimite l'espace de sujet. Je veux dire que je suis en 2e année d'une licence en économie, que j'étudie la macroéconomie, qu'il me faudrait un trait centralisé sur l'Europe. Comme ça, l'IA se cadre dans moi les infos que je lui ai données. Et du coup, ça m'assure l'échantillon dans lequel elle va récupérer les données, est-ce qu'elle va l'utiliser ou non. Qu'est-ce qui manque encore ? Qu'est-ce qui n'est pas encore au point d'après toi ? Il y a parfois des réponses qui sont soit beaucoup trop élaborées pour des choses où des fois il n'y a pas à aller aussi loin dans le raisonnement. Moi par exemple pour les corriger des QCM que j'avais fait générer, je me suis retrouvé avec des pages ou des demi-pages pour une réponse d'un QCM alors que c'était pas ce que j'attendais. Et ça par exemple c'est très compliqué à délimiter pour lui faire comprendre que je veux un truc clair, bref, concis et que ça aille à l'essentiel, pas plus. L'IA, moi, si je veux lui dire va à l'essentiel, elle va peut-être pas comprendre l'essentiel comme moi je le souhaite. Et quand par exemple on n'a pas de document, on veut une image, comme par exemple moi, j'avais un projet pour les études aussi où je devais une image de présentation, ça a été très compliqué de définir le champ de comment est-ce que l'IA pouvait créer son image, la forme, ce qu'elle devait contenir. C'était super compliqué à faire. Ça m'a pris plusieurs essais. Je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'encore aujourd'hui, on ne montre pas assez encore le côté positif qu'apporte l'IA dans le quotidien et pas uniquement dans le côté fake news, facultatif, faire des faux documents, faire des choses comme ça. On parle pas assez du positif, comme j'ai dit, qu'elle a apporté. Par rapport au projet, je trouve que c'est super d'organiser un voyage en plus à l'étranger sur plusieurs jours et qu'en plus là on aborde un thème avec des personnes qui sont de notre région d'Italie et qui du coup vont avoir tout un autre rapport, que ce soit à la déficience visuelle, aux outils qu'ils utilisent, comment là-bas sont rendus accessibles les lieux publics, les musées, que ce soit les rues ou autres. Et donc le sujet qui est très de l'IA en plus qui est apporté à tout cela, qui est très très discutable. Donc ça permet d'apporter un super échange. Ok. À vos souhaits. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour votre participation et engouement. Nous suivrons de près l'avancée de ce projet qui mènera ce groupe de jeunes en Italie. L'Imaginoire est une émission participative. Si vous vous sentez concerné par le sujet de la déficience visuelle, contactez-nous et faisons ensemble. Vous pouvez nous joindre par mail à l'imaginoire@lilo.org. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube ou Instagram. Vous pouvez également nous écouter et nous contacter via Deezer, Spotify, Apple Podcasts. L'Imaginoire est un projet accompagné par l'association Résonance. Vous pouvez soutenir ce projet. Rendez-vous sur notre page Hello Asso, Association Résonance. Merci de votre soutien. L'Imaginoire est
est également un projet soutenu par la CAF Drôme et le moteur de recherche Lilo. À bientôt pour une nouvelle émission.